Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Oh, allô? Hey, bonjour tout le monde. On va débuter cette table rectangulaire avec Ariane Baudry. Salut! Et Mélissa Perron. Bonjour. Toutes deux autrices neurodivergentes également. J'ai une petite description. Tiens, Mélissa Perron. Toi, c'est tous des mots qui riment. Autrice, illustratrice, artiste et femme autiste. Quand même, hein? Ariane, autrice, compositrice, interprète, autrice, poétesse, femme ayant une condition de double exceptionnalité, douance et TDAH. Un beau party. Ah, ça doit des petits hamsters sur le party dans ta tête, toi aussi. Génial! Et notre objectif ensemble aujourd'hui, toutes les trois, c'est de faire découvrir de nouvelles manières d'habiter le monde. Mélissa, tu nous as pondu. Femme qui Aïe. Aïe, aïe, aïe. Femme caméléon, quelque peu à noter ici de mon côté, notamment, qui est ton roman graphique. Ariane, tu es ici pour nous parler de ton roman, pas ton roman, ton recueil de poésie épicée. Et, bon, mais toutes les trois, étant neurodivergentes, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous la neurodivergence? J'ai envie de dire c'est la normalité parce que je connais pas d'autre chose. Donc, quand on me dit ça, ben pour moi, c'est normal. Comme je te dis, je connais pas le contraire. Donc, neurodivergent, tant mieux s'il y a un mot, mais pour moi, c'est vraiment la norme. Absolument. Moi, ça file souvent comme un jeu vidéo dont je connais pas toutes les règles, dont il me manque des cheat codes pour circuler. Mais ça vient aussi avec beaucoup de créativité puis d'occasion de penser à l'extérieur du cadre. Absolument. Puis, tu sais, souvent, je trouve que quand on parle de neurodivergence, on axe beaucoup sur les défis. Tu sais, c'est très pathologisé de la manière dont c'est décrit. Alors, j'aime beaucoup quand on parle notamment des forces et Ariane, tu parles de la créativité. Ben, pour Mélissa aussi, forcément, qui tu illustres, tu dessines sur des menus détails, sur des assiettes, des bols, tu écris. Et toi, tu nommes justement, ben, c'est pour moi la normalité. Comment est-ce qu'on réagit, se sent quand on a enfin un mot sur « Ah, OK, c'est ça, ma normalité », mais qui me distingue peut-être des autres avec lesquels je me sens tout le temps un petit peu en décalage. Comment vous avez accueilli chacune vos diagnostics à l'âge adulte, donc de manière tardive dans les deux cas? Ben si je peux y aller, en fait, quand j'ai eu mon diagnostic, pour moi, c'était vraiment la fête. C'était vraiment quelque chose de positif. Enfin, j'ai un mot, tu l'as dit, pour savoir qu'est-ce qui me différencie. J'ai surfé là-dessus pendant 2 ans. Et là, j'appelais des gens, « Hey, tu sais quoi, c'est pour ça que ça, pour ça que je réagis comme ça. » Et je vous dirais que 7 ans après, là, je la trouve moins drôle. Là, je trouve qu'en vieillissant, j'ai 45 ans, je vois vraiment que les défis sont plus intenses. Oui, tu sais, j'aime ça, moi aussi, parler de créativité, tout ce côté-là qu'on a en tant que personne différente. Mais j'ai porté ce message-là aussi très positif, hein, d'être, enfin, je sais, être une femme autiste. Maintenant, je tempère un peu ce propos-là en disant, attendez, c'est pas juste du beau. Il y a une très grande souffrance qui est encore là, même si on a des réponses. Et ça, faut pas l'oublier. Oui, je suis vraiment d'accord. Pour moi, ça a été... Là, je suis à 2 ans, fait que je surfe encore un petit peu. Mais pour moi, ça a été quand même spécial parce que la douance, vu que ça faisait un moment que je m'y intéressais à cause de mon fils et chez qui j'ai observé des signes à la base qui m'ont fait me questionner sur moi-même. Donc pour ça a été une libération de enfin me dire, OK, il y a un mot qui décrit ce que je vis. Par contre, le TDAH, je ne le savais pas, je ne le soupçonnais pas. Et même au début, quand le neuropsy, c'est lui qui me l'a amené, m'a fait faire comme un genre de petit dépistage pour dire comme, ben moi, je pense que, puis je me trompe jamais, ou presque, là. Là, j'ai fait le saut, puis ça,
ça a été un deuil aussi, puis un peu de colère, puis de dire pourquoi personne l'a vu, pourquoi, tu sais, les adultes autour de moi l'ont pas flagué, pourquoi moi, je m'en suis pas pourquoi je l'ai pas soupçonné, pourquoi j'ai vécu 10 ans de temps avec un diagnostic de dépression majeure et d'anxiété alors que finalement, ce n'était pas ça. Fait que c'est beaucoup d'émotions mélangées en même temps. Un soulagement, oui, d'avoir un mot, mais en même temps, après ça, un coup qu'on le sait, un coup qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à masquer, qu'on n'arrive plus à dire une fois que je le sais, ben je peux pas le savoir, je peux plus compenser comme avant. Il y a des deuils à faire. Oui, je vous écoute, puis évidemment, ça résonne beaucoup. Parler de deuil avec un S, des petits, des grands deuils au quotidien, constamment faire des choix pour vivre de manière alignée, vivre de manière bienveillante, honorer ses besoins, honorer ses limites. Puis, tu sais, les deux, vous apportez ces nuances-là de, oui, on veut aussi parler de ce que ça apporte de beau et de positif, mais ça n'efface pas du tout la souffrance que ça amène et d'avoir, bon, un diagnostic erroné. Mélissa aussi, tu en parles dans ton livre de l'errance médicale, la médication qu'on t'a fait prendre à l'adolescence, puis après, on apprend que telle molécule peut être très dangereuse, même pour des ados. Alors, il y a tout cette mixité-là, puis cette dualité-là d'émotions à gérer. Ariane, tu nommais que toi, ce qui t'a un peu, fait allumer une lumière, ça a été dans le parcours diagnostique de ton enfant. Je pense que de plus en plus, c'est beaucoup ce qui arrive comme adulte. On fait diagnostiquer nos enfants, puis dans le processus, on se rend compte que, oh, c'est moi ça, enfant, où je me reconnais. Comment on fait? Tu sais, déjà, être parent, c'est tout un défi. Comment on fait pour être un parent neurodivergent, d'enfants neurodivergents ou pas? C'est quoi les défis peut-être? C'est quoi la réalité à laquelle on pense peut-être pas? Chez nous, on est 3 neurodivergents, donc papa, maman, enfant, les 3, on est neurodivergents. Mon conjoint vient d'apprendre, lui, qu'il a un HPI aussi, fait qu'on a beaucoup de plaisir. Il y a une intensité que probablement les gens rentreraient chez nous qui seraient comme, OK, comme, prenez un petit break. Ça vient avec beaucoup de créativité, beaucoup de plaisir, mais c'est sûr qu'il y a une intensité tout le temps, puis c'est sûr qu'il faut apprendre à identifier puis à respecter les limites de tout le monde, puis des fois, c'est difficile parce qu'on a l'impression, de l'œil extérieur, par exemple, s'il y a une crise qui arrive, ben ça peut avoir l'air de endurer un caprice ou de le traiter différemment qu'on le ferait avec des autres enfants, des choses comme ça. Fait que ça peut venir avec beaucoup de culpabilité parce que nous-mêmes, comme parents, on peut pas réagir de la même manière, puis on peut pas traiter l'enfant non plus de la même manière. Fait que c'est un autre set de règles que des fois de l'extérieur, ben c'est ça peut avoir l'air qu'on n'est pas capable de faire de discipline, qu'on n'est pas capable d'être conséquent, mais non, c'est juste que on joue un autre game, là. Oui, absolument. Ben moi, je m'en suis voulu longtemps d'être une maman différente. J'aurais aimé ça pour mes filles, à être une maman comme les autres mamans, comme les mamans que je vois de leurs amis. Tu sais, eux autres, ils vont au parc, ils se parlent ensemble, ils font des soupers ensemble. Mon Dieu, tu sais, c'est prenant. Après ça, quand j'ai tourné ça à l'envers et je me suis dit, je suis la meilleure personne pour les comprendre, oui, c'est vrai, mais ça reste un spectre, l'autisme, ça reste que mes filles sont différentes de moi et je trouve ça super intéressant parce que moi-même, je vois que, OK, elle, c'est pas du tout comme moi. La plus grande, c'est pas du tout comme moi non plus. Donc, je suis aux premières loges là, pour dire, écoutez, là, c'est pas parce que tu es une femme autiste qu'on est toutes pareilles. Fait que ça, il y a quelque chose d'intéressant là, que j'expérimente. Absolument. Puis justement, le fait d'être une femme neurodivergente qui aborde la neurodivergence, est-ce que selon vous, c'est un acte féministe? Oui. Oui, ben pour moi, oui. Je veux dire, pour moi, dès qu'on parle de la condition féminine, c'est un acte féministe puis on n'en parlera jamais assez. Mais oui, c'est quelque chose dont on parlera jamais assez. Parce que ça vient justement avec d'autres besoins, avec l'accès à peut-être d'autres soins, d'autres ressources, justement dans la parentalité, dans notre emploi, dans nos relations avec les autres. Tu sais, on fait notre possible pour fonctionner dans un monde neurotypique, mais
la réalité, c'est qu'on aurait probablement souvent besoin de d'autres ressources, puis ça, de les nommer, juste les nommer, même pas les demander, mais les nommer, ces différences-là, ben ça fait une différence. Absolument. J'ai pas le choix de dire que oui, évidemment, parce que c'est à cause que je suis une femme que j'ai été diagnostiquée à l'âge de 38 ans. C'est à cause que je suis une femme que j'ai passé dans les filets. L'autisme encore en 2025, les médecins, la plupart, je veux pas généraliser parce qu'il y a des beaux cas qui s'intéressent à l'autisme chez la femme, mais encore maintenant, on a en tête les critères chez les petits garçons qui sont les mêmes que chez les filles, mais que on camoufle. Donc, dans mes livres, oui, je parle aux femmes et j'ai des lecteurs qui me disent « Hey, moi aussi, là, je suis comme ça. » Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des femmes qui vont être diagnostiquées tardivement. J'ai des femmes dans la soixantaine, dans la soixante-dizaine qui m'écrivent et qui sont très fâchées, qui ont raison d'être fâchées. Même si on veut pas, on a cette pensée-là de dire c'est à cause. Pour ce cas-là, c'est pas grâce, mais c'est à cause qu'on est des femmes que. Puis là, je parle pas de mes enfants, c'est magnifique, bon, mais j'ai l'impression d'avoir perdu quand même 38 ans. Oui. Et cette dame-là, à 72 ans, elle m'a quand même dit j'ai l'impression d'avoir perdu 72 ans de ma vie à cause que je suis une femme. Donc oui, d'en parler, c'est féministe, oui. C'est un peu la même chose pour le TDAH aussi. Souvent, on va avoir en tête les critères du petit garçon tannant. Oui. On n'aura pas la fille qui a des 100% à l'école, C'est vrai. qui est tranquille, sauf que son hyperactivité, elle est dans sa tête à 100%. Tu sais, ben oui, mais c'est différent, mais tous les critères ou presque sont basés sur le portrait masculin de ce que sont ces neurodivergences-là. Oui, absolument. Tu sais, puis je fais du pouce sur ce que vous nommez. Tu sais, pour ma part, j'ai travaillé, ça fait 18 ans que je travaille en autisme, notamment, tu sais. Puis, c'est seulement il y a 2 ans que j'ai reçu mon diagnostic. Puis c'est comme, mais comment ça que tu savais, moi, avant, c'est très drôle, tu travaillais en autisme. Bien, je travaillais en autisme avec des petits garçons, avec des comportements stéréotypés de garçons. Puis, ce que Mélissa, tu nommes aussi, c'est intéressant parce que oui, tu sais, on parle d'autisme au féminin, neurodivergence au féminin, TDAH, douance et tout ça. Et de plus en plus, en tout cas, ça viendra assurément, mais dans la recherche, on se rend compte qu'effectivement, il y a aussi des garçons, des personnes non-binaires, des personnes de la communauté LGBTQ+, qui se reconnaissent dans l'autisme au féminin. Alors là, on dit, ben là, est-ce qu'on va proposer une autre appellation? Ah, peut-être plus un autisme internalisé ou un TDAH internalisé, parce que chez les filles, socialisées comme filles, on a tendance à se faire violence à soi-même, en fait, et moins l'extérioriser. Puis, toutes les deux, dans vos ouvrages respectifs, c'est quelque chose qui revient. Se faire du mal, se tomber sur la tomate, s'auto-saboter. Est-ce que... D'ailleurs, c'est vrai, je voulais... Je cherche... Ah, oui! Dans Sainte, Ariane, tu écris « Si seulement j'arrivais à comprendre que ma plus grande menace, c'est moi. » Mélissa, de ton côté, dans ton livre aussi, tu dévoiles que tu as eu des comportements d'auto-agression. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on intériorise peut-être comme fille, comme femme, cette détresse-là? Qu'est-ce qui fait qu'on devient notre plus grande menace, selon vous? Puis comment est-ce qu'on se sort de ça? Mais en fait, je pense pas, moi, que je l'ai caché. Moi, je pense que quand je me suis retournée contre moi-même, c'était la frustration de ne pas trouver personne qui puisse m'aider. Parce que je n'ai passé des heures à l'urgence de l'hôpital à 15 ans, là, toute seule, à attendre qu'on me passe au triage, puis que je revoie un psychiatre qui ne sait pas du tout quoi faire avec moi. Et je dis l'image dans mon, tu sais, une patate chaude, là, qu'on ne sait plus quoi faire avec. Donc, si eux ne savent pas comment que moi je pourrais, et c'est là que tu deviens fâché, et c'est là qu'il y a une frustration de ne pas s'aimer, de dire, ben oui, je vais me faire du mal, je veux plus être là, je suis suicidaire, Donc, c'était pas tant intériorisé, là, c'était plus une rage que j'avais déjà exprimée et qu'on pouvait pas m'aider. Oui, comme si, ben, on t'écoute, mais on t'entend pas. On ne m'écoutait pas et on ne m'entendait pas. Non, c'est ça. Oui. Moi, c'était vraiment intériorisé plus, je pense, parce que j'arrivais quand même
à fonctionner, j'arrivais à me faufiler puis à semi-me camoufler, mais moi, je le ressentais, tu sais, en dedans de moi que ça marchait pas. Puis dans Femme Caméléon, là, il y a un moment où tu dis que tu regardes, genre au secondaire, tous les autres élèves, comment que ça a de l'air beau puis qu'ils ont de l'air d'avoir du fun. Puis ça a full résonné en moi parce que j'étais souvent, puis encore aujourd'hui, mais plus jeune, j'observais les autres, j'étais comme, comment ils font pour que eux, là, ils font juste vivre. Tu sais, c'est la seule chose qu'ils font, ils vivent. Ils n'ont pas de tourment intérieur, ils ne sont pas en train de se questionner, ils ne sont pas en train de se dévorer par en dedans. Pourquoi que je suis le même? Puis j'ai essayé souvent de comprendre pourquoi ou d'essayer de taire ces voix-là. Tu sais, j'ai consommé beaucoup d'alcool longtemps parce que, tu sais, aujourd'hui, je m'en rends compte parce que ça me permettait de me lâcher lousse puis arrêter que tout soit tellement lourd puis tout soit tellement intense dans ma tête. Mais, tu sais, aujourd'hui, là, ça fait beaucoup plus de sens puis je me permets plus de le vivre. Mais longtemps, c'était comme, voyons, qu'est-ce qu'ils font, les autres, à quoi qu'ils pensent? Ils pensent à rien. Moi, je pense à tout le temps. Oui. Tout me tourmente tout le temps. La vie a donc bien l'air facile. Oui, Eux autres. Puis moi aussi, je veux être comme ça. Puis parfois, justement, on va calquer nos comportements sur les autres. On va choisir un ou une amie plus significative, qui a souvent une tête forte, qui est plus leader. Puis là, chou, on se colle à cette personne-là, puis on essaie de calquer, mais on sait comment le jouer, ce personnage-là, sans vraiment l'incarner puis le ressentir. Et je pense qu'il y a ce paradoxe-là de comprendre, de vouloir comprendre. Hein. On parle de rationaliser pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'y arrive pas. Mais c'est difficile, je trouve, souvent de faire le pont avec notre ressenti, d'accepter, OK, mais moi, je suis comme ça. Tu sais, Mélissa, tu parlais de l'étiquette. Et j'ai beaucoup aimé cette image-là, puis j'aimerais peut-être que tu la partages aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, en fait, c'est triste, en fait. Le derrière de ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui viennent me voir dans les salons du livre me disant, moi, j'ai eu mon diagnostic d'autisme et je l'ai dit à personne parce que là, tout le monde dit, bon, ben c'est ça, une autre qui va aller chercher son étiquette et bon. Et là, moi, il fallait que je réponde à ça. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé. J'ai dit, bon, mais quand là, tu t'achètes un chandail, une pièce de vêtement que tu aimes, que tu adores, que tu veux en prendre soin, qu'est-ce que tu regardes en premier? Souvent, c'est l'étiquette. Faut pas que je le lave comme ça, faut que je l'étende. Bon. Quand j'ai passé à Deux hommes en or, Rosalie a dit « à cycle délicat ». Et j'ai trouvé ça tellement pertinent. Donc, l'étiquette, c'est juste pour dire comment prendre soin de moi. Si tu me regardes, par contre, et tu ne vois que mon étiquette quand je porte mon chandail, pour moi, c'est ton problème. Pour moi, c'est ton problème. Mais c'est beau ce que tu nommes là parce que l'espèce de qu'est-ce qui, toi, t'appartient, puis Ouais. qu'est-ce qui appartient à l'autre, puis que ça, ben j'ai pas de contrôle sur ça, tu sais. Est-ce que... Puis toutes les deux, vous y faites référence à votre manière dans vos ouvrages. Ariane, c'est dans ton poème Bébé. Mélissa, tu parles aussi à l'ado que tu étais. Tu as même mis une illustration de toi qui prend l'ado en photo, toi, dans tes bras. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes versions de vous-même qui rushent, qui trouvent ça tough, qui trouvent ça difficile aujourd'hui avec, à l'âge que vous avez, l'expérience de vie que vous avez, toutes les deux, vous avez aussi mère. Qu'est-ce que vous diriez à cette version-là de vous? Moi, j'ai envie de lui dire qu'elle avait raison de rusher. Je ne viendrais pas invalider. Je dirais, tu sais quoi, tu as raison, puis tu es courageuse d'être encore là. Puis là, tu sais, moi, je le dis dans mon livre, j'ai lâché l'école en secondaire 4, mais pour cet ado-là, là, j'ai pas besoin d'aller faire mon secondaire, là, mais je le fais, je suis en train de terminer pour cette fille-là qui aimait l'école. Oui. C'est juste ça que j'aimerais lui dire, tu avais raison. Puis voilà. Ouais. Moi, je pense que je dirais de pas avoir ce besoin nécessairement de fitter avec le groupe, même si c'est difficile des fois de se permettre d'être de faire plus d'efforts pour trouver, ben, pas d'efforts parce qu'on est des enfants, mais tu sais, je veux dire, de me laisser peut-être plus porter par mon instinct de sont où les créatifs, sont où là
les weirdos dans la gang, puis suis-les, ce monde-là. Trouve là ta vraie tribe, parce que je pense que ça leur aurait probablement fait une différence. Je veux dire, j'ai eu des amis extraordinaires, mais quand même, de peut-être avoir le radar un petit peu plus de OK, tu sais, sont où les gens un petit peu étranges autour de moi, de un, puis de deux, de moins me sentir mal, d'être bruyante, d'être explosive, de démontrer ma créativité. Je veux dire, je l'ai toujours fait, mais des fois, on dirait que je me sentais mal après. Puis alors que, tu sais, être différent, être soi-même, c'est ça qui fait toute la différence, puis qui fait qu'on est bien plus en paix avec nous-mêmes après. Oui, de se donner la liberté d'être soi, en fait, puis de dire comment aussi, tu sais, puis ce dont tu parles ici, c'est trouver ces personnes, le sentiment d'appartenance. Tu sais, t'en parles justement, tu sais, dans le mode d'emploi, dans Tu gosses. T'as-tu déjà essayé d'essayer, faire des efforts pour fitter, pour concorder avec ce que tu penses qui est attendu de toi et quand même être loud, mais pas te laisser, pas te foutre la paix. Fait que t'es loud en disant hey, je suis vraiment loud. Tu sais, il y a tout le temps la petite voix jugeante, peut-être, qui est là. Mélissa, tu le nommes et tu l'illustres dans ton livre, le poisson qui est dans un bocal au fond de l'océan. Fait que t'es avec les autres, mais il y a toujours quelque chose entre toi et les autres. Tu faisais le parallèle aussi entre, tu sais, toutes les deux, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose qu'une vraie amitié sincère, profonde, vulnérable, authentique dans la vraie vie. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, avez-vous trouvé vos personnes? Ouais. Moi, je me rends compte, c'est drôle, on en parlait là, à mon lancement le mois dernier, mais on est 4-5 là, dans la même gang à toutes s'être refilé notre neuropsy. On est toutes... fait que tout le monde a un petit quelque chose, puis tu sais, c'est ça, c'est tous des gens dans des fields créatifs qui ont 1001 projets, 1001 idées, puis c'est tellement enrichissant de s'entourer de ces personnes-là parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir besoin de s'excuser, de se justifier. Si je dis « Hey, non, je suis overstimulée aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de te voir », il y a personne qui va trouver ça weird, d'être capable de mettre ses limites puis qu'elles soient respectées sans même qu'on ait à les expliquer. Ça, c'est tellement libérateur. C'est clair, de ne pas avoir à s'expliquer constamment, se justifier, puis de se sentir, si on parlait tantôt comment tu t'étais pas senti entendue, comprise, écoutée, puis là, de faire « OK, quelqu'un me reçoit, m'accueille, me comprend sans que j'ai besoin de fournir des efforts que je n'ai pas en ce moment pour m'expliquer, tu sais. » Toi, Mélissa, est-ce que tu dirais que tu as trouvé tes personnes? Je dirais oui et non. Tu sais, moi, il faut que je fasse le deuil d'une amie fusion comme au secondaire. Ah, je comprends tellement. Hein? Là, on a des familles, on a des enfants, tout ça. Évidemment que j'en ai une qui est très près, qui est ici. Mais, mais je les ai mis sur le pas la voix. Ah, c'est Mélissa. ouais, je l'avoue, mais je l'ai vue tantôt, et là, je la coctais. Allô? Mais quand même, tu sais, on se voit pas souvent. Oui. J'ai été très échaudée dans toutes ces tentatives d'amitié-là. Moi, j'ai plus, à l'âge adulte, jeune femme adulte, plus expérimenté des one-way. Donc, moi, je donnais énormément et je pense que je faisais du déni, que je le savais que c'était pas partagé, mais que je tenais. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de... J'étais maladroite. J'ai été échaudée de ça. Oui. Je te dirais que là, tu sais, avec le statut d'autrice, je reçois beaucoup d'invitations à aller prendre des cafés. Souvent, les mamans des amis de ma fille tentent ça. Et tu sais quoi? J'ai pas cette recette-là. Et je sais qu'à cause de moi, à cause que je n'ai pas ça, je refuse tout. Puis je sais que là, tu sais, ma psy dirait, mon Dieu, c'est terrible, essaie. Non. Ouais. Ah, c'est difficile. Non, pour moi, j'en ai eu assez. Et tu sais quoi? On se dit tellement ouvert. Ah oui, je suis ouvert à la diversité, je suis ouvert. Ah, t'es une femme autiste. Hey, avec moi, là, sois toi. Je suis désolée, là, mais on a beaucoup de chemin à faire. Absolument. On a beaucoup de chemin. Sois toi, mais comme ça, puis pas trop longtemps, puis il faut pas que ça me heurte trop, puis il faut pas que ça me dérange trop, puis que ça me déstabilise trop, puis
Alors, finalement, tu fais OK, mais là, je peux être moi, mais à tes conditions à toi. Mais en fait, j'ai pas Ça marche. trouvé la personne qui me dirait: «Écoute, je sais là que tu vis dans un aquarium, que tu es dans notre mer, qu'il y a plein d'autres petits poissons, mais laisse-moi saute de ton aquarium, puis laisse-moi nager avec toi un peu pour te montrer comment faire.» Ouais. Personne qui m'a dit ça encore. Ben, je n'attends pas à ces mots-là, là, mais tu comprends? J'ai pas encore... J'ai eu beaucoup de mots. Oui, je suis ouverte avec moi, mais j'ai pas eu de gestes. Oh, Beaucoup de mots, mais pas de gestes. la congruence Ouais. entre ce qu'on nous dit, dire qu'on est ouvert versus être réellement ouvert et incarner cette valeur-là, c'est deux choses complètement Ouais. différentes. Et je pense que justement, quand on a été échaudé, quand on a vécu des deuils amicaux, des situations où justement où on a senti qu'on s'est investi, voire surinvesti, parfois pour compenser un manque de réciprocité, mais à un certain moment, on fait hey, j'ai peut-être plus l'énergie de ça, puis de peut-être essuyer encore euh, une amitié qui va être insatisfaisante, tu sais. Ah non, c'est épuisant, puis c'est parce que ça, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est ben, un peu comme tu disais, Mélissa, mais moi, quand je me fais, mettons, une nouvelle amie, là, c'est comme vie, là. l'intensité, là, c'est comme, c'est plus beau quasiment que tomber en amour, c'est comme, j'y donnerais tout, je veux qu'on aille un collier de best friends, je veux qu'on se fasse faire un matching tattoo, je veux qu'on s'appelle aux 30 minutes, je veux qu'on, genre, je me mets, genre, les tripes à table, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui le ressent pas comme ça peut être difficile à soutenir, mais en même temps, c'est que ça amène tout le temps une déception, tu sais. Les personnes que j'ai rencontrées qui sont neurodivergentes autour de moi, c'est pas des gens de mon quotidien, puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, c'est vrai que j'ai pas trouvé ou peu trouvé cette intensité-là, là, que c'est comme, c'est l'amitié folle, là, au lieu de l'amour fou, mais c'est difficile, mais j'imagine que pour une personne qui n'a pas le cerveau qu'on a, c'est peut-être un niveau d'intensité à soutenir, mais en même temps, c'est comme, ouais, ça serait le rêve ultime, là. En fait, la différence, c'est que ces gens-là ont souvent beaucoup d'autres amis. Vrai. Tu sais, moi, je suis tout le temps arrivée, tu sais, le cinquième roue, là. Ouais. Et tu sais, viens, je vais te présenter ma meilleure amie. Pour moi, le titre de meilleure amie, là, si tu me présentes ta meilleure amie, ça veut dire que ce titre-là est pas délogeable, là. Tu sais, c'est comme, ah, d'accord. Mais je comprends, rendu à 45 ans, on n'a pas 50. Tu sais, les gens ont des vies sociales autour d'eux. Mais quand toi, t'en as pas, ça fait comme un petit clash. Ben oui, puis tu sais, il y a peut-être ce décalage-là qui peut persister, en fait, dans nos vies, nos défis sensoriels aussi. Tantôt, on parlait, bon, si là, je suis surstimulée, hey, oublie ça, je peux pas faire telle sortie, je peux pas faire telle activité, il faut sélectionner et tout ça. On parlait d'étiquette, on parlait de mode d'emploi. Est-ce que, toi, ça fait 2 ans que ton diagnostic, Mélissa, ça fait 7 ans. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement, vous l'avez, votre mode d'emploi? Ou c'est peut-être quelque chose qui est en constante évolution? Est-ce que vous l'avez trouvé? Mon TDAH, je l'apprivoise encore parce qu'on dirait qu'il y a des aspects qui ressortent auxquels je m'attendais pas ou qui me prennent par surprise. Tu sais, là, j'ai essayé de la médication. C'est too much, ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a tout ça à apprivoiser versus, on dirait, la douance parce que j'ai pas toujours pensé que j'avais une douance, mais on dirait que c'est plus proche de l'image que j'avais de moi-même dans ma tête versus le TDAH. Jamais j'aurais pensé que j'avais un TDAH. Il y a plus c'est ça, il faut plus que je l'apprivoise puis que j'apprenne à vivre avec, à pas me fâcher contre moi-même, à pas... parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros unmasking un coup que je l'ai su. Fait que j'ai l'impression, des fois, je me dis, ben là, c'est-tu parce que je le sais que je l'exagère dans ma tête? Mais non, c'est juste que je suis plus capable de compenser puis de faire les efforts de plus. Fait que, au quotidien, c'est plus ça qui me ralentit, disons. Je comprends. Oui. Toi, Mélissa, est-ce que tu dirais que tu l'as trouvé, ton mode d'emploi? Ah, pas du tout. Pas encore. Non, parce que, tu sais, je fais un métier solitaire, mais qui touche les gens. Donc, puis ça, j'aime ça. Ça, c'est mon but, tu sais. Donc, il faut que je jongle avec le fait d'avoir besoin de cette solitude-là.
solitude qui est bienveillante pour moi, mais qui est aussi meurtrière. Elle a vraiment tu sais, deux côtés, cette solitude-là. Après ça, tu sais, je pourrais vraiment être bien chez moi, à travailler toute seule, à faire... Mais c'est pas parce que je suis autiste que j'ai pas une personnalité. Donc, moi, j'adore les gens. J'aime aller à leur rencontre. J'ai plein de projets. Je veux, tu sais, bon, j'ai plein de projets qui s'en viennent, qui font partie d'être dans les gens et dans le visuel et dans... Mais ça, c'est parce que j'aime ça. Mais ça me coûte quelque chose. Et je peux pas le savoir tant que je n'ai pas expérimenté. Si ta question est, est-ce que tu as trouvé des outils pour quand tu as besoin de... Oui, je suis mieux outillée, mais je pense que ça va être tout le temps de l'expérience à chaque chose. Tester, essayer, puis peut-être dans certaines saisons de nos vies, ça peut fonctionner, alors que donc non, Oui, tout à fait. c'est plus, ça fonctionne plus. Ariane, tu parlais justement de décamouflage, hein, de unmasking, puis qui fait en sorte que, ben, tu as l'impression que tes manifestations, tes symptômes sont plus intenses, plus présents. Là, il y a comme de l'auto-invalidation de, ben là, c'est-tu moi qui exagère, j'ai-tu rapport? Le jugement, cette voix critique-là, c'est lourd à porter. C'est comme si on vit tout le temps dans la réalité, mais il y a un méta nous-mêmes qui est tout le temps en train de s'auto-observer et de se juger souvent durement. Et j'ai aimé aussi, tu sais, quand tu nommais l'importance de vivre avec. Tu sais, on apprend à vivre avec nos particularités. Peut-être que c'est la différence aussi à partir du moment où on reçoit un diagnostic où on se comprend, ou est-ce qu'on arrête de travailler contre notre cerveau, mais qu'on essaie plus de embrace puis de travailler Mais avec. ça, on peut se donner un break aussi parce que si pendant 38 ans, mettons pour ma part, j'ai vécu d'une telle façon sans le savoir, le 7 ans, là, est court comparativement aux 38 ans. Donc, on peut-tu se laisser un break de hey, ça fait juste 7 ans finalement que tu te connais? Oui, c'est ton unmasking. Ben moi, je sais pas encore qu'est-ce qui appartient au masquage et à ma personnalité. Puis des fois, c'est un peu troublant, là. Puis je me dis, oh mon Dieu, je vais faire une psychose. Mon Dieu, je sais plus. Mais je pense qu'il faut... C'est correct. Prends Absolument. ton temps. Ça va. Si c'était ma fille qui me disait ça, là, en tant que maman, mon Dieu, que je serais fine avec elle. Mon Dieu, que je serais douce. Fais donc la même affaire, là. C'est important, puis c'est beau, puis c'est puissant ce que tu nommes là, de dire, ben si c'était ma fille, si c'était ton enfant, si c'était ma fille aussi, tu sais, qu'est-ce que je lui répondrais? Qu'est-ce que je lui dirais? Assurément pas la façon dont on se parle à nous-mêmes. On est nos pires critiques. C'est incroyable, hein? Puis il y a un exercice que j'aime beaucoup qui est dans l'autocompassion, la compassion envers soi, la bienveillance envers soi, puis c'est de... Vous l'avez fait toutes les deux dans vos livres, de ressortir une photo de soi-même plus jeune et se rappeler quand on se parle tout croche puis qu'on se parle durement, de se dire « Oh, je suis en train de parler de même à cette version-là de moi, mais elle ne mérite pas ça. » Tu sais? Moi, j'ai mis une petite photo de moi avec la petite coupe au carré, mon chandail Boca, vers forêt, sur ma table de chevet, 5e année de primaire. Puis quand j'ai une pensée qui est plus jugeante ou critique, je fais « Hey non, la petite Steph de 10 ans ne mérite pas ça. » Tu sais, ça fait du bien. Je vous le recommande. Ce n'est déjà fait la même chose pour vous. Peut-être à mettre dans votre petite boîte à outils. OK, là, j'ai envie de parler. Là, j'ai mon time timer, hein, je vois le temps qui file. Ariane, tu parles dans ton magnifique livre. C'est pas comme si je pensais que tout le monde me déteste. Ça me vient, ça me fait penser justement à ce qu'on appelle la dysphorie du rejet, que beaucoup de personnes neurodivergentes expérimentent. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des stratégies qui ont fonctionné ou vous êtes encore en recherche de ça pour apprendre à faire « Wow, attends une minute. Est-ce que là, je peux challenger ma pensée qui peut-être me dit pas la vraie affaire? » Tu sais, il ne faut pas que je croie toutes mes pensées, là. Ben c'est difficile parce que en plus, je pense que surtout le fait que moi, je sais que j'ai un immense besoin de solitude, puis mon premier réflexe, c'est de vouloir être toute seule parce que j'ai pas besoin de compenser, j'ai pas besoin de rien faire d'autre que d'être juste moi. Fait que si je veux fixer dans le vide pendant 10 minutes de même parce que ça me calme, je peux le faire.
mais en même temps, je veux tellement que le monde m'aime. Fait que il y a là vraiment comme une dichotomie entre les deux. C'est difficile. J'ai pas vraiment de réponse, en fait. Puis c'est correct, hein? C'est ça, on apprend à se connaître puis à découvrir peut-être et à réfléchir à ça. De ton côté? On dirait que j'ai pas compris la question. Je t'ai trouvé bonne, j'ai pas compris. Puis moi, on dirait que je me rappelais, c'est quoi la question? Super bien. Ça va super bien. Mais c'est ça, on fait expérimenter la neurodivergence. Alors voilà. Puis J'aurais pu dire, oui, comme elle. comme elle. J'ai adoré, elle m'enlève les mots de la bouche. Mais on n'a pas camouflé. Ah, on parlait de solitude notamment. Oui. Mais c'est quoi votre rapport à la solitude? Tu nous en parles un peu tantôt, Ariane? J'adore être toute seule. C'est le seul moyen que je recharge mes batteries. Puis je suis chanceuse, entre guillemets, parce que mon conjoint, la moitié de la semaine, travaille à l'extérieur. Mon fils, il va à l'école, évidemment. Moi, je suis à la maison la plupart du temps. Et c'est comme, j'adore ma famille, j'adore mes amis, mais je ressens là, un besoin là, quand la fin de semaine finit, là, le lundi matin, là, je suis comme... Mais t'aimes ça, la solitude. Ouais. Ça fait bien, mais t'aimes ça. J'aime ça. Oui, j'aime Mais ça. c'est ça. Moi, je déteste. Ah ouais, hein? Mais T'en as besoin? j'en ai besoin. C'est C'est vital combien j'en ai besoin. Mais je trouve ça plus souffrant que j'en ai de besoin. Tu comprends? Oui, dans la balance, là, Oui. ça fait pas souffrir. Ah, ça c'est l'enfer, je dirais. Oui. Je trouve ça très difficile. Je trouve ça... Puis, tu sais, mais je sais que même si j'allais, tu sais, vers les gens, là, ben, il y a tout le temps cet aspect-là, Oui. tu sais, qui me retourne à ma solitude. Non, je trouve ça poche. Comme si, j'ai l'impression que ce que tu nommes, c'est que c'est pas tant une solitude choisie, mais plus, tant qu'à être dans une relation interpersonnelle qui est pas satisfaisante, où je me sens pas nécessairement moi-même, je me sens pas nécessairement comprise, tant qu'à ça, je vais être toute seule, tu sais, je vais être avec moi. Oui, ça, je l'ai choisi. Ouais. Ça, pour moi, c'est positif. Et- Mais l'autre côté, tu sais, comme je le dis souvent, j'ai pensé me faire du bien en faisant une job à la maison pendant toutes ces années-là. Mais je vois que je perds des skills aussi. Oui. Je vois que je perds ça. Donc, c'est vraiment, je suis en dualité. Après ça, je me dis, est-ce que tu veux? Mais ça, tu pourrais aller travailler là, avec des gens, avec des équipes, tout ça. Puis je fais comme, oh, là, je pogne de quoi? On dirait que non. Mais tu parlais tantôt de ce que ça nous coûte. Oui. Tu sais, c'est ça. Est-ce que le Très bien aller travailler en quelque part toute la semaine, mais qu'est-ce que ça te coûte? Moi, mettons, je vais travailler au bureau une demi-journée par semaine et je reviens, je suis vidée. C'est ça. Mais c'est ce que je sais que je suis capable de me payer, tu sais, comme interaction sociale. Oui. Je peux pas aller au-delà de ça, sinon je suis complètement vidée. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est le pour et le contre. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que je regagne? Oui. Tu sais, là, c'est les parties de bureau. Je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, puis qu'il y a... Ben oui, mais moi, j'aimerais ça. Invitez-moi Alors, avis à tous et à toutes. Lui, un bureau. Oui, si vous avez un party de bureau qui est particulièrement cool, Mélissa est disponible. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on diminue l'impact qu'avoir des collègues a. Je sais que la plupart des gens ils vont dire « Oh mon Dieu, il me tape ses nerfs, mais on a besoin, on a des bêtes qui est sociales. Ben oui, tellement. À la base, on a tous et toutes besoin d'appartenance. Puis appartenir, ça veut dire justement pouvoir être soi librement, en ne pas camoufler. Après ça, c'est de savoir, Caroline, j'ai passé plus d'une trentaine d'années de ma vie à camoufler, puis à m'auto-camoufler. Alors, notre sens de l'identité, c'est normal, je pense, qu'il soit diffus. Ça peut être complexe, ça peut être, c'est toute une quête identitaire que d'aller chercher un diagnostic, d'apprendre à vivre avec, puis c'est comme un oignon, on enlève toutes les pleurs une à une, puis on fait « Ah, il y avait une autre pleure, je pensais que j'étais arrivée au bout. » Puis il y en a, non, il y en a encore, tu sais. Mais je reviens à ce que, Mélissa, tu disais plutôt d'être indulgente envers nous-mêmes, de se donner un break, tu sais. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Je voulais savoir aussi, bon, là, tu disais travailler au bureau, mais là, c'est pas comme autrice, compositrice, interprète, là, tu travailles au bureau. Qu'est-ce que tu fais? Marketing. Ah, tu travailles en marketing, c'est comme ça que tu payes les comptes. Oui, une de
une de mes jobs. Ça, oui. Ben, en fait, c'est un nouveau travail que j'ai pris à temps partiel, parce que justement, là, je m'ennuyais un petit peu chez nous, puis j'avais le goût de retrouver un petit peu d'interaction sociale. Fait que je suis allée avec le maximum de plaisir pour le minimum de temps en personne, mais qui fait juste que, justement, j'interagis, puis c'est ultra créatif. Fait que là aussi, oui, tu sais, j'irais pas travailler... tu sais, j'ai travaillé pendant des années, mettons, dans un CLSC, genre en ressources humaines, dans un département d'archives. Mettons que c'était un petit peu moins funky, là, tu sais, versus là, on élabore des campagnes, faire des médias sociaux, etc. Là, j'ai plus de fun. Puis là, « Hey, j'ai une idée! Hey, j'ai une idée! Hey, j'ai une idée! » Et bienvenue, tu sais, c'est pas genre, OK, tu peux t'asseoir et on se travaille. Oui, fait que de trouver des endroits, des personnes où on est apprécié et célébré pour qui on est, puis c'est pas évident, assurément. Là, on a changé la couleur, il reste moins de 5 minutes. Ça veut dire? C'était ça le signe. OK. Alors, j'ai pour chacune d'entre vous, fait que ça c'est pour toi, Ariane, Mélissa. Mais là, c'est bien le fun. Oui. Pas une mise en demeure, non. Oui, ben, vous pouvez l'ouvrir maintenant. Ben oui. Et ça fait référence chacune à quelque chose dans vos livres, Mais là, en fait. Texté. Alors, puis à l'arrière, tu as un autocollant, Mélissa. Oh! Mais là, ben là, ici, ben, je vais le lire. OK, vas-y. Certificat officiel d'exceptionnalité. Ce certificat est décerné à Ariane Baudry car elle est absolument exceptionnelle, exactement telle qu'elle est. Mais là... Ben oui, parce qu'Ariane, dans son livre, Épicé, tu parles de double exceptionnalité. Hein, quand on a une douance avec un autre diagnostic, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis elle est comme, mais moi, c'est ça, je veux être exceptionnelle, puis tout ça. Alors voilà, elle est officiellement exceptionnelle. On l'a déjà, mais là, le certificat qui vient avec. Mélissa qui va terminer, qui livrait son cours de son secondaire 5. Donc, ça dit pour la future diplômée. Puis, elle écrit dans son livre aussi qu'elle aimerait avoir des autocollants pour l'encourager. Alors, je lui ai mis un autocollant à l'arrière. Tu peux le coller où tu veux. Ah là. non, je vais pas coller, je vais l'encadrer. Mais en finissant, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Quelque chose que vous aimeriez partager, dire dans le cadre de cet échange-là, puis qu'on n'a pas abordé encore? Moi, je pense, je dirais d'écouter votre instinct si vous sentez qu'il y a quelque chose sur quoi vous sentez que vous détonnez, puis d'être à l'affût de ça, puis de vous permettre de suivre ce chemin-là. Si jamais il y a un petit quelque chose qui dit, il me semble que j'ai pas l'impression de fitter à 100%, puis de pas lâcher, même si c'est difficile. Mais ouais, d'écouter votre instinct. J'aime ça, son petit gut feeling, là. Ouais. Cette petite voix intérieure-là, souvent, elle nous dit la vérité. Des fois, on ne veut pas toujours l'entendre. Des fois, ça nous fait peur, ça nous donne le vertige, mais elle est souvent exacte. Toi, Mélissa? Ben, ça va paraître très terre à terre, là, mais de ne pas oublier qu'on a juste une chance. Jusqu'à preuve du contraire, on est là une fois. Hein, on n'est pas dans Mario Bros. Saute dans le trou, il y a un bonus. Soyez fin avec vous. Ouais, soyez fin. Puis si vous êtes différent, c'est pas grave, tu sais. Suivez vos... J'aime pas ça dire des rêves, là, parce que quand on rêve, c'est coucher. Allez vers vos buts. Ouais. Travaillez pour ça. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres. C'est fin, c'est satisfaisant, mais on n'a pas besoin tout le temps. 100% raison. Et je termine en nous rappelant à tous et à toutes célébrons les esprits qui ne rentrent pas dans les petites cases. Hein? Célébrons notre neurodiversité. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à tous et toutes. Vous allez pouvoir retrouver Ariane au kiosque 417 chez Hurlante de 14h à 15h et Mélissa au kiosque 1004 de KO Édition, également de 14 à 15h, si vous voulez faire dédicacer vos livres. Merci beaucoup. Bon salon tout le monde. Merci!